Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière FAQ de la saison. Eh oui, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est la dernière FAQ de la saison, après une saison riche en émotions. Voilà, plein de vidéos, plein de force données. Vous avez été nombreux à me donner de la force dans les commentaires hier, je vais répondre juste après la vidéo là. Je vais répondre à chacun d'entre vous. C'est très gentil de votre part. Ouais, voilà, c'est la fin de la saison, donc une saison mémorable qui s'achève. Et puis voilà, pour clôturer tout ça, on va faire la dernière FAQ de la saison. Vous avez été très peu nombreux, je vous avoue. Pas beaucoup d'excitation autour de cette FAQ, mais bon, d'un côté, c'est la fin de la saison. Comme je l'ai déjà dit, mais c'est comme ça, comme ça, on le sait. J'ai l'habitude, mais les fins de saison, elles sont un petit peu plus calmes et disons que la plupart sont déjà tournées à la saison prochaine et tout ça. Et ce qui va se passer, wow, on va signer Chi et tout, wow, on va signer personne, putain, c'est Chi personne, bah, c'est le nouveau gars de aucun club. Bref, donc on va commencer avec les questions posées sur Discord. Comme souvent, il n'y en a pas beaucoup, donc on va commencer par là. On commence avec Sir Nasro qui dit « Salut, cher tonton ». Salutations, cher tonton. Bah, et salutations à toi, frérot. Ma question concernera surtout la saison prochaine et notamment le mercato. Ne penses-tu pas que le premier poste auquel on devrait réfléchir est celui de directeur sportif? Car je trouve que le déco, c'est moyen pour une équipe comme le Barça. Encore merci d'avoir pris le temps de lire ma question et d'y répondre. Eh bien, pas de quoi. Bah, c'est en vrai difficile de répondre à cette question, je t'avoue. Moi, on m'a déjà dit, on m'a déjà posé la question, on en a déjà parlé un petit peu dans les lives d'avant-match, tout ça, même hier. On m'a dit, ouais, tu penses pas qu'on devrait déjà changer de directeur sportif, Delco c'est une catastrophe, tout ça. Possible, on en a déjà parlé de Delco, possible qu'il soit pas totalement prêt, qu'il n'ait pas toutes les compétences, on va dire, pour gérer ce poste et ce poste-là qui est très important quand même. Je sais pas quoi vous dire. Il a des connexions avec certains, ça a marché pour lui, il est devenu directeur sportif. Maintenant, est-ce qu'il fera bien son travail? On verra avec le temps. C'est sûr que quand tu passes de Matteo Alemany à Deco, oui, tu perds en qualité. Maintenant, je saurais pas vous dire quel directeur sportif. C'est pas le genre de choses que je connais. J'ai envie de dire, moi, je pense que Delco, dans un club comme le Barça, il n'a pas besoin d'aller chercher pour moi les jeunes pépites de je sais pas d'où, de je sais pas quel club, parce que on en a au sein de la Masia. Donc en fait, voilà, déjà ça c'est un truc qu'il n'a pas trop vraiment à faire. Après oui, s'il faut aller chercher une pépite, bon, comme Pedri par exemple, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, c'était de la pépite à aller chercher qui n'était pas forcément à la Masia. Et voilà, on a bien fait. Mais généralement les pépites on les a au club. Bref, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que les demandes du club, que les demandes du coach au mercato, les profils de joueurs, tout ça, qu'il aille les chercher et qu'il sache négocier. Voilà, c'est vrai que pour le moment, il y a eu pas mal d'échecs. Ça parlait d'Arda Güler par exemple. Il y a eu pas mal de dossiers comme ça de jeunes joueurs qui ont été un petit peu, qui sont tombés à l'eau, un peu de manière assez étrange, on va dire. Maintenant, je pense que la plupart des joueurs qu'il va chercher, c'est la demande du club ou du coach. Donc en soi, par exemple, ça parlait de Dani Olmo. On dit ouais, Dani Olmo c'est un échec, tout ça. Je sais pas si c'est déjà je sais pas si c'est un échec vraiment le transfert, mais je sais pas si c'est un échec de Delco en soi. C'est pas forcément lui qui a voulu ramener le joueur. En vrai c'est un joueur pour moi typique football de flic, Olmo. Bref, donc difficile de répondre vraiment clairement à ta question. Moi-même je suis un peu dans le flou. Ensuite il y a Media Barça qui dit salut café, salut Media Barça, j'espère que tu vas bien, ça va très bien. Pour la saison prochaine, comment réglerais-tu nos problèmes défensifs mis à part recruter un gardien? Ça serait pas mal, c'est un bon début. Est-ce que tu changerais la manière de défendre car on se prend trop de buts sur des ballons dans notre dos ou tu changerais autre chose? Merci d'avance, café. Visca Barça. Et Visca Catalunya. Eh bien, non, je ne changerais pas grand chose. Évidemment, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien aller chercher un gardien de but. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je suis pas sûr qu'on ait besoin vraiment de changer, c'est-à-dire arrêter vraiment cette manière de défendre, sachant que la plupart des buts qu'on a pris, je suis pas sûr vraiment que c'était dans notre dos, machin. C'est évident que quand une équipe joue haut sur le terrain, c'est évident que la plupart des équipes adverses vont essayer de jouer haut. C'est comme le Barça qui essaie d'avoir la possession et de jouer haut et de s'installer dans le camp adverse. C'est ce que fait toute équipe qui joue avec, disons, la possession, qui joue avec la balle, qui veut dominer son adversaire. Généralement, elle garde le ballon, elle fait tourner et elle s'installe dans le camp adverse pour, à la perte de balle,
avoir un bloc quand même assez haut et être efficace dans le contre-pressing. Le Barça joue comme ça depuis la nuit des temps, enfin peut-être pas la nuit des temps, mais disons depuis Cruyff, ou peut-être même avant Cruyff en tant que joueur plutôt, peut-être Cruyff après surtout en tant que coach. Là vraiment on a mis en place ce football là. Donc voilà, le Barça joue comme ça, c'est pas uniquement Flick. Alors oui, il y a la ligne de défense qui est très haute et ça c'est encore autre chose, on va en parler, mais le fait que le Barça joue haut sur le terrain, tout ça, voilà, et le fait que le Barça joue haut, les adversaires vont forcément essayer de jouer dans le dos de la défense, ça c'est, et même en transition, tu vois. C'est comme si on disait on prend trop de buts en transition en contre-attaque, pourquoi on jouerait pas nous-mêmes en contre-attaque, on pose un bus, j'exagère mais vous voyez ce que je veux dire, on pose un bus et on joue nous-mêmes en contre-attaque, comme ça on subira pas de contre-attaque, tu vois, c'est comme ça. Il faut essayer de s'adapter et en s'adaptant évidemment du coup changer un petit peu certaines choses, comme la ligne de hors-jeu, la défense qui s'aligne très très haut sur le terrain, et bien peut-être qu'il faut arrêter de le faire systématiquement. Dans tous les moments du match, à n'importe quel moment, tu gagnes 1-0 en finale de Ligue des Champions, tu joues la ligne ultra haute alors qu'il reste 2 minutes dans le match et tu prends un but là-dessus, tu vas pouvoir le regretter. Égalisation, prolongation, tu perds la finale, tu peux le regretter. Tu peux te dire on n'aurait peut-être pas dû jouer le hors-jeu si haut à ce moment-là, tu vois. Bon, on n'est pas obligé de parler de finale, on peut même parler de là en demi-finale. Et donc oui, à des moments on peut regretter ça. Donc je pense qu'il va falloir s'adapter un peu plus aux situations dans le match et ne pas jouer forcément la ligne de hors-jeu systématiquement en fait. Pas faire les choses systématiquement, il faut aussi savoir s'adapter au match, aux conditions du match, tout ça. C'est comme si tu prends un rouge, tu vas t'adapter, tu vas changer ton système, tu vas jouer, tu vas reculer un petit peu plus, tu vas défendre un peu plus, subir un peu plus, mais voilà, tu vas pas jouer de la même manière, tu vois. Et bien là c'est pareil, si tu mènes d'un seul but, tu sens que l'équipe en face elle pousse, tu vas pas jouer de la même manière. Donc il faut pas forcément jouer systématiquement le hors-jeu aussi haut, je pense. Ensuite il y a Elvamp qui dit à propos de Nico qui marque pas beaucoup de buts, tu penses que c'est plus à mettre sur l'équipe ou sa frappe? Je sais pas trop, un peu des deux je pense. Je pense que Nico c'est un joueur plus dans la provocation, dans le dribble et dans la passe. Dans les passes décisives, dans la création de passes, on l'a vu hier. Maintenant, c'est un joueur qui marque moins de buts. Mais c'est un peu comme Lamine au final. C'est des joueurs qui provoquent beaucoup. Leur rôle premier, on va dire, c'est vraiment de créer, de faire des différences. Mais c'est pas eux qui sont à la finition, pas pour le moment. Après, Lamine, c'est un très jeune joueur. Nico, c'est un jeune joueur. Ils ont encore le temps de s'améliorer dans ce domaine-là. Mais je sais pas, c'est aussi la manière de jouer. Tu vas avoir des joueurs que tu vas utiliser plus en création et des joueurs plus en finition, tu vois. Il y a des joueurs qui font les deux, voilà. Peut-être que Nico, c'est sûr même, je pense que si Nico était au Barça, il serait beaucoup plus fort. Apporterait beaucoup plus, créerait plus de dangers, ferait plus de passes D, peut-être plus de buts aussi, puisque les joueurs se créent plus d'occasions au Barça qu'à Bilbao, à mon avis. On marque plus de buts, on l'a vu cette saison, donc peut-être qu'il participerait plus, il serait plus efficace, je sais pas, tu vois, mais ça améliorerait forcément ses stats et son jeu. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il travaille sa frappe. Je pense qu'il a une bonne frappe, mais c'est pas le genre de gars à marquer beaucoup, quoi. Ensuite, il y a Imad qui dit: j'ai senti un Araujo calme avec le ballon. Tu penses qu'il va faire un retour à la De Jong Ferran ou c'est fini s'il reste? Et est-ce que t'es confiant que Flick règle les problèmes défensifs où il n'y a rien à faire, c'est juste un système de jeu très risqué? Non, il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer. Flick l'a dit lui-même en fait, donc moi-même je ne suis personne pour dire que Flick doit s'améliorer, changer des choses. Lui-même le sait et lui-même l'a dit. Donc on fait confiance au coach et on verra un peu les adaptations. Moi je vous donne mon ressenti là comme ça, sans vraiment avoir une grande réflexion sur quel changement on pourrait vraiment faire, parce que c'est les FAQ les amis, moi c'est un peu en freestyle, donc je vous donne mes réflexions comme ça. Donc il n'y a pas des réflexions très poussées, j'ai pas réfléchi à ça pendant des jours et des jours. Je pense que Flick il va faire le taf et il va travailler là-dessus, sur le côté, l'aspect défensif. Il a dit lui-même qu'il fallait s'améliorer là-dessus, donc j'ai hâte de voir les changements, j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter. On analysera ça évidemment la saison prochaine. Pour Araujo, je l'ai senti calme, oui, je l'ai senti calme, j'ai senti un pressing inexistant aussi de Bilbao, donc un Araujo peut-être qui pouvait être calme. Il y avait beaucoup de séquences où il n'était pas attaqué, il pouvait avancer. Maintenant, j'ai pas senti une grande différence dans les relances en fait, dans les passes. En fait, tu vois vraiment la différence quand... mais c'est comme ça, c'est pas les mêmes joueurs quoi. Mais tu vois vraiment la différence quand t'as Araujo qui relance et quand t'as Cubarsí qui a le ballon quoi.
Tu vois la différence. Vraiment. Et tu te dis, ah ok, ouais. Araujo était à l'aise avec le ballon, oui, quand il n'est pas pressé. Mais quand Cubarsí a le ballon et quand il relance, quand il casse 2 lignes de pressing avec juste une seule passe, tu comprends pourquoi il y a une différence, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il va s'améliorer là-dedans, mais il s'est déjà amélioré en relance. Hein. Sous Xavi, déjà, il avait passé un petit step. Mais c'est pas encore... on en est très loin des Cubarsí et des Inigo, par exemple. Ensuite, il y a Nayar qui dit, quel match de Gavi top 3 dans le match. Pour moi, tu en as pensé quoi? Exactement, ouais, c'est ça. Il a fait un très très bon match, Gavi, disponible, assez agressif comme d'habitude, pas mal de récupération, il a orienté le jeu, il a fait tourner, il a joué plutôt vite quand il fallait jouer vite. Enfin, j'ai trouvé assez juste en fait dans le match, à un poste où il n'a pas forcément évolué beaucoup cette saison, surtout plus en fin de saison, et il a fait un bon match. Voilà, j'ai trouvé ça dommage que dans les commentateurs ils le remarquent pas sur beIN Sport, mais bon, on est habitué. Mais ouais, franchement, un très bon match de Gavi. J'ai bien aimé son match. Il a fait des choses intéressantes. Maintenant, il ne peut que monter en puissance. Il y en a qui étaient insatisfaits, qui étaient un peu déçus des perfs de Gavi cette saison, mais il ne faut pas oublier qu'il était de retour des croisés. Ça va prendre du temps, tout comme la saison prochaine. Quand Bernal va revenir, les gars, vous attendez pas à ce que Bernal soit monumental. Peut-être qu'il le sera direct, ça dépend des joueurs. Après une grosse blessure comme ça, il faut un peu de temps pour que le joueur reprenne confiance en son corps et qu'il reprenne un rythme aussi de haut niveau comme ça, quoi. Donc voilà, il faudra être patient aussi avec Bernal. Ensuite, il y a Grenat Bleu qui dit salut Café, bravo à l'équipe et à toi pour cette saison. Merci frérot, ça fait plaisir. Prochaine saison, objectif 100 points. Si on n'a pas la mauvaise période de décembre, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. En vrai, oui, c'est faisable. On a eu une petite période de moins bien, hein, clairement, en novembre, mi-novembre et décembre. Ça nous a pas permis de faire ce genre de record, on va dire. Maintenant, ça n'a pas changé grand-chose à la saison, mais c'est vrai que ça nous a fait un petit peu douter à un moment donné. Peut-être le temps que les joueurs digèrent aussi la pré-saison physiquement, peut-être que c'était plus compliqué. Il y avait aussi l'absence de Lamine, hein. On a vu que ça faisait pas du bien à l'attaque, évidemment. Mais oui, les 100 points, en vrai, c'est assez faisable, je pense. Si on est vraiment au très haut niveau pendant toute la saison, qu'il n'y en a pas trop de coups de moins bien aussi long, c'est faisable. Ensuite, Jean-Luc qui dit salut bro café, salut frérot. Déjà merci pour ton travail tout au long de la saison, merci à toi. Je n'ai pas manqué une seule de tes vidéos, ça fait plaisir. Parfois tu m'as énervé pour ton calme dans les matchs où on a été nuls. Mais en fin de saison, c'est toi qui as raison, c'est une saison réussie et encore merci pour ta passion et ton dévouement, c'est gentil. Merci. Mon calme pendant les matchs, ouais, je l'ai dit pendant la saison, mais j'ai changé. Je l'ai déjà dit pourquoi, mais j'ai dit que par le passé, il y a des choses qui m'ont beaucoup énervé et ça me prenait trop la tête. Et j'ai décidé d'arrêter vraiment de me prendre la tête, de prendre un peu plus de recul et d'être un peu plus calme. Après, je vous dis pas, ça se trouve la saison prochaine, je serais énervé et tout ça, mais ça dépend des trucs, tu vois, des moments. Mais en vrai, ouais, j'essaie de garder un peu mon calme et de garder une certaine lucidité en fait, parce que plus tu t'énerves, plus tu t'impatientes, plus voilà, tu vois quoi, bah plus ton jugement il est un peu obscurci, je sais pas, un peu flou, tu vois, il est un peu brouillé. Voilà, donc j'essaie de garder un petit peu plus mon calme pour être un peu plus lucide sur les perfs. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont un peu rapidement excités pendant la période justement dont on parlait juste avant, là, novembre-décembre, où il y avait du moins bien. Il y en a plein qui ont commencé à dire ouais voilà, catastrophique. Il y en a qui disaient limite qu'il faut changer de coach et tout. Et je trouvais ça fou quoi. Mais voilà, on a très peu de patience, hein, vraiment. Et moi-même, je dis ça et je fais pas le gars qui a beaucoup de patience, parce que des fois, j'ai tendance à m'en rendre compte, mais des fois, je manque de patience aussi. Faut pas oublier que là, Flick, il vient à peine d'arriver, c'est sa première saison. Il y a un projet qui s'installe, voilà, et ça va se faire sur plusieurs saisons, sur 3-4 ans peut-être, je sais pas exactement. Donc il faudra être patient et pas vouloir tout gagner. Je sais qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis très longtemps et que tout le monde est impatient. Moi-même, j'ai envie de la gagner, évidemment. Enfin de la gagner, que le Barça la gagne. Mais il faut savoir être patient aussi, et à chaque fois que tu changes de coach, tu changes un petit peu de projet, il faut que les joueurs s'adaptent, le coach s'adapte, tout ça. Donc il faut voir les mercatos aussi, donc faut prendre en compte tout ça. Donc ma question la voici, cette équipe a besoin d'un tueur devant les buts car on génère énormément d'occasions, oui. Penses-tu que la clé de la saison prochaine sera que Lamine et Rafinha fassent une saison à 30 buts chacun? Parce que dans tous les cas, Lewandowski ne pourra pas faire mieux. Lewandowski pourra difficilement faire mieux que cette saison, il a fait vraiment une bonne saison au niveau statistique. Ça, j'ai jamais dit le contraire. C'est vrai qu'à chaque fois je parle de Lewandowski, je critique un petit peu son jeu et on vient me dire ouais mais Lewandowski il a marqué encore, il a mis tant de buts. J'ai jamais critiqué Lewandowski pour ses statistiques parce qu'il a des très bonnes statistiques
statistiques. Des excellentes si on compte son âge très avancé quand même. Il est toujours à un niveau quand même, à un haut niveau. Il a marqué beaucoup de buts cette saison qui ont été très importants. Surtout en début de saison, il était très très efficace. Puis en fin de saison, ça a été plus compliqué statistiquement. Mais moi, là où ça me pose problème, ça a toujours été dans le jeu vraiment. Dans le jeu, il a tendance à trop ralentir le jeu. Tu lui passes un ballon, il veut trop garder la balle des fois, il loupe ses contrôles. Tu sens qu'il a plus trop le niveau collectivement à cette équipe. Il peut plus beaucoup apporter. Mais c'est normal aussi, on m'a dit encore une fois, on me dit des fois, oui mais c'est normal, il a 37 ans, 36 ans. Oui, c'est normal, j'ai pas dit, oh putain, Lewandowski il a 20 ans, non, je sais très bien qu'il est âgé. Et je sais très bien que parce qu'il est âgé, il peut plus faire les mêmes efforts, il peut plus faire autant de pressing que certains, qu'un mec comme Rafinha qui est au top de sa forme. J'en suis conscient de tout ça. Et ce que je dis du coup, c'est qu'on a besoin d'autre chose, tout simplement. Donc je sais pas si Lamine ou Rafinha doivent faire une saison à 30 buts. Lamine, ça me paraît beaucoup. Je sais pas exactement combien de buts il a marqué, Lamine, je vous avoue. Je sais plus les chiffres en tête, je sais qu'il a fait énormément de passes D. Mais Lamine va monter en puissance de toute façon, ça c'est sûr. Rafinha, je sais pas s'il pourra faire une meilleure saison qu'il a fait cette saison. Franchement, je vous avoue, j'espère pour lui. Et je sais vraiment pas. Sans vouloir dire je pense pas, mais en vrai je sais pas. Je sais pas si Rafinha pourra faire une saison aussi prolifique qu'il a fait, parce qu'il a fait la meilleure saison de sa vie. Donc voilà, on verra. Hein. Et Lamine, il pourra que faire plus. Plus de création, on va dire, d'action, c'est-à-dire plus de passes, d'expected assist, c'est-à-dire de passes décisives attendues. Maintenant, il faut que les autres marquent. Si Rafinha marque moins de buts et Lewandowski encore moins de buts, bah toutes les passes que Lamine pourra créer en plus par rapport à cette saison, elles seront pas concrétisées quoi, les actions. Donc ça sera un peu compliqué. On verra, franchement on verra. Mais j'ai hâte de voir la saison de Lamine Yamal, je suis très impatient de voir tout ça. Ensuite, il y a CAD qui dit Fermin ne mériterait-il pas d'être titulaire la saison prochaine à la place de Olmo? À voir. Sur cette fin de saison, il mérite sa place. Maintenant, c'est pas de savoir si Olmo mérite, si Fermin mérite une place de titulaire ou quoi, parce qu'il mérite, oui. Il mérite dans ses perfs, tout ça, dans ce qu'il montre. Il montre de très belles choses, Fermin, donc il mériterait d'avoir sa place, d'avoir sa chance en tout cas. Maintenant, il faut voir ce que produit Olmo. Si Olmo est physiquement apte à faire une grosse saison, être plus régulier que ça, parce que ce que j'avais dit quand on a signé Olmo, c'est un joueur qui est pas très régulier, c'est un joueur qui est très bon, qui peut faire beaucoup de différences, qui est un joueur vraiment différentiel. On l'a vu pendant l'Euro, c'est vraiment un joueur spécial, Dani Olmo. Maintenant, c'est un joueur qui est très irrégulier et qui est très souvent blessé. Est-ce qu'il est irrégulier parce qu'il est très souvent blessé? C'est possible aussi. Donc j'aimerais bien voir une saison où Olmo il suit une préparation un petit peu comme celle de Pedri, où il peut faire une saison complète sans vraiment problème de blessure, en étant à un haut niveau régulièrement. Je demande à voir. Si Olmo, dans les meilleurs moments de la saison, il arrive à reproduire ça toute la saison, Olmo, il a sa place tous les jours titulaire et il n'y a même pas débat. Là, il y a débat parce que Olmo n'est pas du tout régulier, quoi. Maintenant, Fermin, il va forcément monter en puissance. On attendait beaucoup de cette saison avec Fermin. Il a un petit peu déçu au début. Parce il était blessé, il avait joué beaucoup de matchs, les JO. Malheureusement cet été il va encore faire la même. Il a été appelé là il y a la sélection qui est sortie là de l'Espagne. Il va jouer la Ligue des Nations. Et il va jouer l'Euro des moins de 21 ans avec l'Espagne. Je sais pas s'il y a d'autres compétitions, des compétitions de quartier aussi, peut-être qu'il va être sélectionné, on verra, mais en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas de problème de blessure pour lui, qu'il va pouvoir se reposer un petit peu, parce qu'on attend encore plus de lui. Je pense qu'il est capable de monter encore en puissance, d'être meilleur que ça. Il peut encore être plus précis dans ses prises de balles, dans ses combinaisons au milieu de terrain quand il vient un petit peu combiner, aider aux sorties de balles. Il a été plutôt bon hier, j'ai trouvé plutôt bon, voire excellent. Plus précis, parce qu'il y avait un moment donné dans la saison où il y avait pas mal de déchets dans son jeu, dans ses contrôles, et dans ses passes, tout ça. Là, c'est de mieux en mieux. Et il monte un petit peu en puissance, même si c'est la fin de la saison, c'est dommage. Et vraiment, il est très très bon dans l'efficacité, dans l'apport, dans les buts, les passes D, tout ça. Vraiment, Fermin, c'est vraiment un joueur excellent là-dedans. Je pense qu'il peut que monter encore en puissance la saison prochaine, avec un Flick qui va encore le mettre en confiance, j'espère, et lui donner peut-être plus sa chance, comme tu dis. Maintenant, comme je l'ai dit, si Olmo il est vraiment à son prime toute la saison, il n'y a pas vraiment de débat, je trouve. Ensuite, il y a Dave le D, le frérot, abonnez-vous à sa chaîne, Dave le D. C'est un grand c'est pas un ordre, mais pas loin, tu vois, c'est un conseil. Conseil d'amis. Est-ce que Rafinha a les qualités pour être ailier gauche?
c'est-à-dire ailier gauche. Purement ailier gauche à coller la ligne, il a des lacunes assez évidentes dans l'élimination. Maintenant, il peut faire peut-être des différences par son explosivité, je le pense, mais vraiment des différences en 1 contre 1 quand il est collé à la ligne, un peu enfermé dans un couloir, face à un latéral peut-être physique, rapide. S'il va falloir faire des différences, vraiment casser les reins du gars ou quoi, faire une feinte de corps, un passement de jambe, Rafinha, c'est pas sa spécialité, on le connaît très bien. C'est un joueur qui est plus axial, vraiment. On l'a vu tout au long de la saison, c'est là qu'il s'épanouit le mieux. On l'a vu la saison dernière, en fin de saison, c'est là où il a vécu son meilleur moment, on va dire, sous Xavi depuis qu'il était arrivé. C'était à ce poste d'ailier gauche qui rentre dans l'axe. Cette saison, il a été vraiment installé définitivement à ce poste-là par Flick, même si par moment il a joué à droite, ou même au poste d'Olmo d'ailleurs, en milieu offensif demi-espace droit, mais toujours assez axial. Finalement, la plupart du temps. Donc c'est pas vraiment un pur ailier gauche, Rafinha, tu le sais très bien Dave, tu me poses la question mais tu le sais. Maintenant, ça parle beaucoup de lui si on va chercher un ailier gauche, genre Luis Diaz, ça parle de lui au poste de 10, je ne suis vraiment pas pour ça. Vraiment pas pour ça. Déjà, il y en a beaucoup qui oublient qu'il y a Fermin Lopez et que... Bon, il y a Olmo, bon, après, il y en a beaucoup qui s'en foutent d'Olmo. Mais disons, Fermin Lopez, vu que personne s'en fout de Fermin, je vais parler de Fermin. Ça serait dommage de mettre Rafinha à ce poste-là, sachant qu'on a Fermin qui peut très bien apporter, et que Rafinha, en plus de ça, est plutôt excellent à son poste d'ailier gauche. Maintenant, ça dépendra de l'animation du coach, s'il veut changer un petit peu l'animation la saison prochaine. S'il veut un ailier gauche qui colle la ligne et un ailier droit qui colle la ligne, là, la question, le débat peut être ouvert sur le poste de Rafinha. Parce que si Rafinha devait coller la ligne à gauche, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose pour lui. Ni pour l'équipe d'ailleurs. Ensuite, il y a Andrea qui dit « Frérot, n'oublie pas la vidéo sur le conseil de classe. Sinon, merci de nous avoir régalé. » Bah, merci à toi. Heureusement que tu me le dis parce que j'avais complètement zappé. Mais ouais, on va faire ça. On va organiser ça, un petit conseil de classe là pour cette fin de saison. Parce que c'est vrai, généralement, je fais des conseils de classe à la mi-saison. Et à la fin de la saison, des fois, je zappe, ouais. J'avoue. Pas bête, on va s'organiser ça. Ensuite, il y a Liam qui dit l'info balancée par les commentateurs beIN sur Joan Garcia est vraie. Ouais, apparemment, mais après, je sais pas, il y a beaucoup d'infos qui sont sorties. C'est assez flou, il y a eu une mauvaise traduction apparemment, mais si j'ai bien compris, le Barça serait très ouvert à signer pour signer Joan Garcia. Les agents de Joan Garcia entretiennent une bonne relation avec le Barça, ou en tout cas, il y a une discussion ouverte, il n'y a pas de problème avec ça. Le joueur serait pour, apparemment, rejoindre le Barça. Et à ce qui paraît, et ça c'est le pire truc possible, enfin pas le pire mais c'est un truc que je comprendrais pas, on achèterait Joan Garcia et on aurait la possibilité de le prêter directement. Soit le prêter à un autre club de Liga, soit le prêter carrément à l'Espagnol de Barcelone, le laisser 1 an là-bas et garder pendant 1 an Ter Stegen. Je sais pas quel est l'objectif, peut-être... Vas-y, je vais rien dire, mais... Je ne comprends pas. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Si ça se passe comme ça, c'est difficilement logique. Je ne trouve pas ça logique. Ensuite, il y a Yanis qui dit « Salut Café, salut frérot. Quelles sont les attentes, enfin tes attentes pour la saison prochaine en termes de résultats ?» Ah bah je pense que c'est la Ligue des Champions les gars. Hein. On y est, hein. On verra, ça dépendra du mercato, je vous avoue, si jamais dans le mercato on perd la moitié de l'équipe, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est juste pour exagérer, mais pour me faire comprendre, tu perds la moitié de ton équipe et tu vas chercher personne, bon, forcément mes attentes, elles vont pas être les mêmes que prévu. Et en soi, si on arrive à compléter cet effectif-là, à étoffer un peu notre banc, à avoir des joueurs un peu plus qui peuvent performer en sortie de banc, plus que cette saison encore, éviter aussi les blessures, pouvoir faire des rotations plus souvent sans perdre en qualité vraiment sur le terrain, bah, je partirai sur une Ligue des Champions. Hein. Il est temps les amis. On a fait une très belle saison cette saison, on va pas dire autre chose que ça. Pour moi c'est une saison réussie, on a fait demi-finale de Ligue des Champions, c'est réussi. La saison dernière on avait fait quart. Là, on a fait demi. La logique voudrait que... mais il n'y a pas de logique dans le foot, mais on verra. Mais j'attends plus ça. Je vous avoue que la Coupe d'Espagne, la Super Coupe, je m'en fous. En vrai, je pense que, évidemment, la Liga, c'est toujours quelque chose d'important comme trophée, parce que c'est le trophée de la régularité. Donc, gagner une Liga, pour moi, c'est pas plus important que la Ligue des Champions, mais c'est vraiment l'objectif premier. Et la Ligue des Champions, bon, ça fait tellement longtemps, les gars, qu'on l'attend, que j'aimerais beaucoup qu'on la gagne. Donc, mon objectif, mes attentes, c'est le doublé.
et plus si affinité. Ensuite, il y a Pim Pam Boop qui dit salut café, salut Pim Pam. Maintenant que la saison est finie, que retenir de celle-ci? Bah écoute, que retenir de celle-ci? Les émotions, les émotions que cette équipe nous a fait vivre. Le football, le sourire retrouvé, le football retrouvé, le jeu offensif, beaucoup de buts, beaucoup d'émotions aussi par rapport au scénario des matchs, quelques remontadas, tout ça qui nous ont fait quand même vivre des émotions assez incroyables. Les 4 classicos gagnés, la domination, la très très grosse domination du Barça face au Real, ça fait plaisir hein, les gars, on va pas se mentir, je vais pas faire le gars non vous inquiétez pas les Madrilènes, on est tous amis. On n'est pas vos amis les gars. Non je rigole, ça va. Non mais en vrai on se tatine entre Barcelonais et Madrilènes, mais évidemment la rivalité fait qu'on est très content, très satisfait de les avoir lavés toute la saison. On va pas le dire autrement, parce que ça a été quand même du lavage en règle. Ça fait plaisir d'avoir battu aussi le Real avec tout ce qui s'est passé aussi, même la saison dernière, hein, ça fait quand même plusieurs saisons, mais avec tout ce qui se passe, avec l'arbitrage et tout ça, de les avoir battus sur le terrain en fait, avoir fait parler on va dire le football, plutôt que les médias, de mettre des pressions sur je sais pas quoi. Nous on a fait parler le terrain en fait, tout simplement, et on les a battus là-dessus. Et c'est le principal en fait, parce que le football avant tout c'est le football, c'est pas la pression sur les arbitres, les médias, les propagandes, je sais pas quoi, c'est avant tout des gars qui tapent dans un ballon et qui prennent du plaisir, qui s'amusent, et on l'a vu cette saison. Donc franchement, que retenir, c'est beaucoup de positif. Un peu de déception évidemment avec la Ligue des Champions, parce qu'on pensait que c'était notre année, qu'on pouvait le faire, que quand on voit un peu le tirage on va dire, l'Inter ça paraissait abordable. Maintenant la finale évidemment contre le PSG ça aurait été un sacré morceau, mais ça a été faisable tu vois. Donc oui il y a de la déception, mais je retiens que le positif en vrai. Je retiens principalement que c'est un nouveau Barça. En vrai, c'est un nouveau Barça, c'est un Barça qui a fait retrouver le sourire à ses supporters. Et comme je l'ai dit, ça c'est grâce à Flick, premier lieu évidemment. Maintenant, bon, évidemment que déjà que Pedri soit aussi fort cette saison et ne se soit jamais blessé, ça nous a aidé à être performants disons toute l'année, mais pas que évidemment. Le niveau de Rafinha qui est monumental cette saison par rapport aux autres saisons, ça a changé un peu l'équipe. Le niveau d'Inigo Martinez aussi a changé beaucoup de choses dans ce Barça, et évidemment aussi Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a passé on l'avait dit l'été dernier après l'Euro, qu'il était rentré dans une nouvelle dimension, qu'il avait passé encore un step dans sa carrière et dans l'importance qu'il allait avoir dans ses équipes. Ça a été le cas cette saison. Et dites-vous que la première saison de Lamine Yamal, il avait été plutôt bon. La deuxième saison de Lamine Yamal, cette saison-là, il a été monstrueux. Ça parle de lui comme le meilleur joueur du monde actuel, alors qu'il est juste à sa deuxième saison professionnelle, les gars. Et la troisième, ça va être quoi, les gars, du coup? Il va devenir président des États-Unis d'Amérique? Non, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va être monstrueux. Ensuite, il y a NK qui dit « Nico est celui qu'il nous faut à gauche. Que penses-tu de son match ? Flick le yamaliserait. » J'ai pas compris Flick le yamaliserait. C'est-à-dire, parce que pour moi, les joueurs comme ça, les coachs font absolument rien. La seule chose que les coachs, et je parle pas que de Flick, je parle de tous les coachs en général, font pour des joueurs aussi créatifs et aussi génial en fait, enfin géniaux du coup, mais avec autant de génie, les joueurs comme ça, tu peux pas vraiment les coacher. Flick il va pas aller voir Lamine Yamal pour lui expliquer comment dribbler, tu vois. Ce genre de crack là, ils font leur football et toi t'es juste spectateur, tu vois. La chose que le coach vont faire par contre, c'est les mettre dans les bonnes conditions, c'est-à-dire par exemple le rôle de Koundé. Concrètement là, le rôle de Koundé cette saison, il a été tactique pour mettre en lumière Lamine Yamal pour qu'il soit encore plus fort, tu vois. Donc ça, c'est une question de coaching. Maintenant, il y a Lamine Yamal, son génie créatif, ses dribbles, toutes les différences qu'il fait. Le coach lui dit juste, fais-toi plaisir, frérot. Fais-toi plaisir, mon gamin. Dribble, prends du plaisir sur le terrain, fais ce que tu veux, ce que tu as envie, ce que tu sens pour le bien de l'équipe, tu vois. Mais les coachs, ils font que ça. Ils essaient juste de mettre en confiance le joueur pour qu'il garde cette confiance-là et qu'il continue. Sinon, comme je l'ai dit, voilà, tactiquement, tu essaies de les mettre dans les bonnes conditions, libérer des espaces pour le joueur, tout ça. Donc je vois pas trop ce que tu veux dire par Nico, voilà, le yamaliserait, mais Nico
quand on regarde, j'avais affiché un petit peu ça il n'y a pas si longtemps, mais je vais essayer de le remettre là. Quand on regarde un petit peu un graphique sur lui, pour voir un petit peu son profil, savoir s'il est plus dribbleur, plus passeur, plus buteur, tout ça, il a vraiment un profil, un graphique quand même assez similaire avec Lamine Yamal. Alors qu'il joue à Bilbao. Bilbao qui est une équipe un peu plus défensive que le Barça, qui est moins une équipe portée vers l'avant, tout ça. Donc Nico Williams à Bilbao ressemble beaucoup à Lamine Yamal dans le sens où c'est surtout un dribbleur, surtout un passeur. Donc je sais pas si Flick changerait beaucoup de choses à son jeu, mais en tout cas Nico, s'il venait au Barça, dans ce Barça de Flick, évidemment qu'il serait dans des conditions un petit peu différentes, qui se procurerait beaucoup plus d'occasions, qui ferait plus de passes D peut-être, et qui serait encore plus fort. Nico, j'ai bien aimé son match hier. J'ai trouvé qu'il a été intéressant. Maintenant, voilà, il a manqué de qualité dans la finition, mais c'est pas son point fort. On l'a déjà dit. Maintenant, peut-être qu'il pourra s'améliorer là-dessus. Hein. Regardez Dembélé. Regardez Dembélé, quoi. Ensuite, il y a Malek qui dit « Merci à toi, frérot. Pour cette année passée avec toi, on parle toujours du Barça, mais merci à toi aussi. Merci. Merci, frérot, ça fait plaisir. Mais oui, le plus important, c'est le Barça. Moi, je ne suis là que pour parler du Barça. Pour donner mon avis, évidemment aussi, mais pour se régaler, quoi. Ensuite, il y a Michael qui dit « Au vu du dernier match, tu préfères Nico ou Diaz pour le poste d'ailier ?» Mais en vrai, même avant le match, je préférais Nico. Après, c'est mon choix, comme je l'ai déjà dit. Hein. Luis Diaz, peut-être qu'il va venir au Barça et peut-être qu'il fera beaucoup mieux que ce que Nico aurait pu faire. Peut-être que Luis Diaz, il viendrait au Barça, il mettrait 30 buts, qu'il apporterait beaucoup plus que Nico. J'en sais rien. Mais en termes de joueur, de profil, moi, je préfère Nico. C'est mes goûts, quoi, en fait. Tout simplement. Donc, peu importe le match d'hier, Nico aurait pu faire un match éclaté, j'aurais pensé la même chose. Je vais pas me baser sur un joueur, enfin mon avis sur un joueur, c'est sur un seul match, tu vois, en vrai. Ensuite, il y a Papa Sey qui dit, et on va finir là-dessus, ça fait pas mal de temps que j'enregistre, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le meilleur Barça des 10 dernières années? Force. Merci pour la force. Bah oui. Je pense que c'est assez évident. Le Barça, là, de cette saison, a dépassé mes attentes, a dépassé les attentes de beaucoup de monde, je pense. On ne s'attendait pas à voir autant de buts. Un Barça aussi offensif, aussi buteur, aussi efficace devant. Après une saison aussi peu efficace la saison dernière, avoir les mêmes joueurs devant qui sont autant efficaces, c'est très étonnant, je trouve. Et c'est très satisfaisant. Donc ouais, je suis content. Et oui, ce Barça-là est le meilleur Barça de ces 10 dernières années, depuis le départ de Luis Enrique et son triplé et la MSN avec Suarez qui était à son prime, Messi, Neymar, avoir une attaque autant prolifique, franchement tu m'aurais dit il y a quelques temps, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal qui a 17 ans, ils vont marquer autant de buts, voire plus de buts qu'une saison de Neymar, Suarez et Messi, j'aurais rigolé. J'aurais explosé de rire, j'aurais dit mais jamais de la vie, n'importe quoi. Et finalement ils l'ont fait, donc franchement je suis très satisfait. Et oui, c'est un des meilleurs Barça, voire le meilleur Barça des 10 dernières années, je pense. Même quand il y avait Messi, évidemment ça peut se taper parce que Messi était tellement fort que voilà. Mais imaginez le Barça le Messi pardon de 2017, 2018, 2019, peut-être plutôt 2019 dans ce Barça là, je sais pas. À la place de Dani Olmo là, Messi en numéro 10, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, aïe avec Pedri, De Jong ou Casado en début de saison, on aurait marqué 350 buts cette saison, ça aurait été beau. Même Messi en faux neuf en vrai. Bon bref, on va pas s'inventer des vies les gars, mais oui, ce Barça là nous a vraiment régalé cette saison et c'est le principal. On se retrouve demain probablement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.